Nous pas bailler gain en bataille là. Nous pas céder pour assassin yo. Victoire finale là c'est pour femme. Bonjour à tous, je m'appelle Piera Spinelli Barrile, coordinatrice du programme ici chez Ray John Sharecare au Canada. Certains d'entre vous ont peut-être déjà écouté notre podcast en anglais dans sa version originale. Aujourd'hui, nous sommes ravis de vous présenter ce podcast en français afin d'assurer une plus grande inclusivité et accessibilité à nos auditeurs francophones. Nous sommes heureux de vous accueillir sur Reimagining with Ray John, notre plateforme officielle de podcast. Avant de commencer, je tiens à remercier nos intervenants francophones. Certains d'entre eux ont gracieusement prêté leur voix pour rendre cette version française possible. Ainsi, aujourd'hui, nous avons Terry DeMarco, qui incarnera le rôle de Heather Smith, Piera Spinelli Barrile, moi-même, qui incarnera le rôle de Myriam J.A. Chancy, ainsi que Gabriel Osson et Renaud Thomas, qui ont été les invités de la version anglaise également. Pendant le podcast, nous ferons souvent référence à l'un des derniers romans de Myriam, What Storm, What Thunder, et nous tenons à vous informer que vous pouvez aussi trouver ce livre dans sa version française, Voix, Éclair, Tonnerre. Nous pas bailler gain en bataille là. Nous pas céder pour assassin yo. Bonjour et bienvenue à Reimagining with Ray John. Je suis Heather Smith et je suis la directrice exécutive de Ray John Sharecare, un petit organisme de bienfaisance canadien enregistré qui travaille en partenariat avec des communautés en Haïti et en République dominicaine pour atteindre leurs objectifs en matière de développement durable et de justice sociale. En 2023, nous n'avons entendu que de mauvaises nouvelles sur Haïti, ou au moins celles qui sont arrivées ici au Canada. Après l'assassinat du président haïtien Jovenel Moïse en juillet 2021, s'en sont suivis une crise et un chaos caractérisés par une instabilité politique, une escalade de la violence des gangs, une insécurité alimentaire croissante et des conditions humanitaires alarmantes. Aujourd'hui, il n'y a toujours pas de fonctionnaires élus démocratiquement dans le pays, puisque l'actuel gouvernement, dirigé par le premier ministre Ariel Henry, n'a pas réussi à obtenir le soutien des groupes d'opposition, ni du public qui n'a pas eu la possibilité de voter dans des élections organisées. Le 80% de la capitale de Port-au-Prince est sous le contrôle de groupes criminels ayant des liens politiques qui règnent par la terreur. Selon les données du Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, plus de 3 900 personnes ont été tuées et près de 3 000 kidnappées dans les violences liées aux gangs en Haïti rien qu'en 2023. La violence s'est étendue à d'autres régions et continue de perturber considérablement la sécurité des voyages et des échanges commerciaux dans le pays. L'ONU estime également que 5,2 millions de personnes ont besoin d'une aide humanitaire et que 2 Haïtiens sur 5 sont confrontés à une insécurité alimentaire aiguë. Donc ici, à Ray John Sharecare, nous recevons souvent des questions à propos de ce qui se passe réellement en Haïti. Les personnes nous demandent si ce n'est pas risqué pour nous de travailler en Haïti, si nos partenaires réussissent à faire des progrès, et quel espoir nous avons pour l'avenir. Ils se demandent comment font les Haïtiens pour survivre. Quel chemin existe-t-il pour Haïti, pour qu'elle réussisse à surmonter la crise et revendiquer ses droits pour un meilleur avenir? Aujourd'hui, nous sommes chanceux d'être accompagnés par 3 invités spéciaux, chacun apportant à cette conversation une perspective unique. Dr. Myriam J.A. Chancy est une écrivaine haïtienne, canadienne, américaine et est une conférencière nationale et internationale acclamée. Elle présente des conférences et des lectures créatives sur les questions caribéennes, haïtiennes et de justice sociale. Elle est membre de Guggenheim
et présidente Ishba'a des sciences humaines au Scripps College. Son roman sur le tremblement de terre de 2010 en Haïti, What Storm, What Thunder, a reçu des critiques élogieuses, ainsi que de nombreux prix prestigieux, dont celui du meilleur livre de 2021 selon NPR, Kirkus, Boston Globe, Amazon Books et Globe and Mail du Canada, entre autres. Elle est l'auteure de livres de critique littéraire influents et est considérée comme une experte en littérature des femmes afro-caribéennes. Aujourd'hui, nous sommes aussi accompagnés par Gabriel Lawson, écrivain, poète, conférencier et peintre célèbre. Considérée comme une spécialiste du rire, elle aime enseigner et inspirer les autres. Gabriel est né à Port-au-Prince aussi, et aujourd'hui il vit à Toronto, Canada. En plus de ses nombreuses activités artistiques, Gabriel donne des consultations en développement organisationnel, participe souvent à de nombreuses conférences et est très impliqué dans la communauté francophone canadienne. Il anime une émission de radio hebdomadaire Franco Découverte sur CHOQ-FM 105.1 à Toronto. Il est passionné par l'écologie et siège au conseil d'administration de Trees That Feed Foundation, l'un des partenaires de Ray John qui accomplit un travail formidable en Haïti. Et enfin, nous sommes rejoints par mon cher collègue Renaud Thomas. Renaud est né dans le district rural de Jacmel et a aidé sa famille dans l'agriculture et l'élevage jusqu'à ce qu'il déménage à Port-au-Prince pour terminer ses études secondaires et étudier à la faculté d'agronomie et de médecine vétérinaire de l'Université d'État d'Haïti à Damiens. Après avoir obtenu son diplôme, Renaud fait ses premiers pas dans le monde des organisations à but non lucratif en rejoignant la Women and Children's Hope Foundation, une organisation caritative américaine. Par la suite, il est spécialisé dans la conception de la permaculture et a créé et géré des programmes de permaculture dans des universités haïtiennes. Depuis 2018, il occupe le poste de directeur de Ray John Sharecare Haïti, où il supervise les programmes en éducation, santé, agriculture et autonomisation des femmes. Un accueil très chaleureux à chacun de vous. C'est vraiment un honneur de vous avoir avec moi dans ce studio virtuel aujourd'hui. Bienvenue. Merci. Merci de nous accueillir. Peut-être chacun d'entre vous peut nous parler un peu de ce dont vous vous occupez à ce moment. Myriam, nous allons commencer par toi. Bien sûr. Bon, premièrement, merci beaucoup de nous avoir invités à participer à cette conversation. J'ai hâte d'écouter autant que de contribuer. Bon, en ce moment, j'ai un livre qui a été publié et qui s'appelle Harvesting Haiti. Mais vous pouvez aussi voir derrière moi des autres essais que j'ai écrits sur la situation post-séisme, en particulier en ce qui concerne les questions relatives aux femmes, mais aussi sur les tensions avec la République dominicaine, un sujet qui a ressurgi plus récemment. En ce moment, je travaille également sur un autre roman qui va bientôt sortir, intitulé Haiti Divide, qui aborde également la question de la République dominicaine et d'Haïti, mais d'un point de vue plus personnel. Je sais que nous en parlerons un peu aujourd'hui, notamment du rôle de la fiction ou de l'art dans la transmission d'informations sur Haïti aux autres. Donc, je pense que je vais m'en tenir à cela pour ce moment. Et Gabriel? En ce moment, je travaille sur un livre sur Suzanne Louverture, qui était la femme de Toussaint, et leur déportation de Saint-Domingue en France en 1802. Le livre devrait être publié cet automne, peut-être plus tôt, mais c'est ce que nous visons. Je travaille également actuellement sur 2 autres romans, l'un qui me ramène en Haïti et l'autre qui me parle un peu plus de ma vie, non pas tant de ma vie, mais d'une vie à Toronto. Wow! Donc nous avons plusieurs nouvelles publications à attendre avec impatience. Et Renaud, peux-tu nous en dire un peu plus sur ce que tu travailles en Haïti en ce moment? En tant que directeur de programme de Ray John en Haïti, notre travail actuel est concentré sur le développement durable dans les zones montagneuses à Saint-Marc. Nous travaillons actuellement avec une fédération de femmes qui regroupe plus de 350 membres étalés sur 8 communautés ou 8 zones.
Nous donnons des prêts pour des activités commerciales communautaires telles que des moulins de maïs, de moulins de riz. Nous avons une pépinière d'arbres fruitiers. Nous transformons l'arbre véritable en farine. Nous offrons des formations sur le leadership féminin, l'alphabétisation et beaucoup d'autres activités. Donc, nous avons ici des perspectives diverses et je suis vraiment impatiente de pouvoir engager une discussion approfondie avec vous tous. J'avais expliqué plus tôt que les nouvelles officielles sur Haïti qui parviennent aux Canadiens tendent souvent à être plutôt choquantes et négatives, souvent dépourvues de tout contexte historique. Nous voyons ces images d'Haïtiens protestant dans les rues, où nous entendons des rapports sur la terreur des gangs, et cette description d'Haïti comme un État failli est simplement répétée encore et encore. Notre conversation aujourd'hui n'essaie pas de passer sous silence les réalités de l'injustice et de la souffrance qui se produisent, mais nous espérons combler certaines des lacunes dans la compréhension que les Canadiens pourraient avoir sur ce qui se passe réellement en Haïti et sur les espoirs de reconstruction. Je voudrais commencer par toi, Renaud, car lorsque tu étais ici au Canada en septembre, tu avais des histoires très différentes à partager avec nous. Et je pense que certaines des choses que tu avais dites ont été surprenantes pour bon nombre de nos spectateurs. Je vais citer quelque chose que tu avais dit lors d'une conversation avec Gabriel dans son émission de radio. Tu as dit, quand nous parlons d'Haïti, nous parlons de Port-au-Prince. C'est vrai que les choses à Port-au-Prince ne vont pas bien, mais dans les autres départements, les choses vont mieux. Nous ne pouvons pas réduire Haïti à 1/10 de sa superficie. 90% d'Haïti se porte bien. Peux-tu expliquer ce que tu entends par ça et ce qui est si différent dans les autres régions d'Haïti? Donc, lorsqu'on regarde les nouvelles internationales ou les journaux, chaque fois qu'ils parlent d'Haïti, ils se réfèrent simplement à Port-au-Prince, alors que Port-au-Prince n'est pas Haïti. Haïti a 10 divisions territoriales que nous appelons départements. Par exemple, en comparaison à Port-au-Prince, nous pourrions mentionner Jérémy, Les Cayes, Jacmel, Miragouane, Léogane, Inche, Cap-Haïtien, etc. Il est vrai que Port-au-Prince est importante pour Haïti pour de nombreuses raisons. Presque toutes les infrastructures de développement sont concentrées là-bas. L'aéroport, l'électricité, les soins de santé, les universités, les ports, l'Internet et d'autres services de base. Mais en dehors de Port-au-Prince, dans les autres villes de province que je viens de mentionner, il y a également de belles choses comme de magnifiques paysages côtiers, des très beaux jardins, beaucoup d'aréas agricoles, de beaux paysages, des environnements très propres et surtout, euh, c'est là-bas que vous allez entrer vraiment en contact avec les vrais Haïtiens, la culture haïtienne. C'est là que vous allez découvrir la vraie Haïti. Donc, Port-au-Prince n'est pas Haïti. Pas toute l'histoire, d'accord. Et Gabriel, Myriam, voulez-vous ajouter quelque chose? Eh bien, en tant que port-au-prinциenne, je dois être d'accord et en désaccord. En ce sens que je suis complètement d'accord qu'il y a une survalorisation de Port-au-Prince pour différentes raisons. Parce que c'est la capitale, parce que c'est le centre de beaucoup de choses. Et bien sûr, c'est l'une des raisons pourquoi le séisme a été si dévastateur en 2010 à cause de la superpopulation de personnes dans la capitale cherchant du travail, cherchant des opportunités. Et donc, il y a une distorsion de ce qui est vraiment Haïti dans ce sens. D'autre part, je dirais que nous ne pouvons pas nier qu'il y a des millions de personnes résidant en Haïti, une sorte de superpopulation qui se trouve à Port-au-Prince. Ainsi, nous ne devrions pas négliger que certains des dommages qui touchent les gens sur le terrain se produisent de manière disproportionnée à Port-au-Prince. Par conséquent, nous ne pouvons pas complètement ignorer, nous ne pouvons pas dire que Port-au-Prince n'est pas Haïti. C'est une partie de ce qui se passe et fait partie de la déstabilisation d'un pays. Donc, si nous réfléchissons plus largement à pourquoi ces choses se passent à Port-au-Prince et comment elles sont créées par des forces externes qui agissent sur les populations internes, tant en ce qui concerne la manière dont les gens sont militarisés sur le terrain
D'où viennent ces fournitures et les personnes qui sont victimes de cette militarisation? Je pense donc qu'il y a une dimension politisée à ce qui se passe dans la capitale, à laquelle nous devons prêter attention afin de comprendre pourquoi ces choses ne se produisent pas, comme le dirions-nous, en dehors de la capitale, où la vie quotidienne se déroule d'une manière qui n'est pas sous attaque. Donc ces choses se passent en même temps. Je pense aussi aux millions de personnes qui, d'une certaine manière, sont sous le feu dans la capitale et que nous ne devrions pas oublier. Car je pense que cela peut aussi se produire si nous disons, eh bien, ne pensons pas à Port-au-Prince. Alors nous oublions ces personnes qui attendent toujours notre aide. Donc, j'aimerais nuancer un peu cela. Je rejoindrai un peu les deux points de vue car nous devons certainement penser aux personnes qui sont assiégées, littéralement prises en otage, et cela divise le pays en trois parties. Car vous ne pouvez pas voyager du sud au nord parce que vous devrez traverser les gangs à Martissan puis les gangs à Croix-des-Bouquets, et les gens du nord ne peuvent pas aller au sud et vice-versa. Donc, il y a une très grande limitation en termes de mouvement des personnes et de marchandises à travers le pays. Cela dit, je suis d'accord avec ce que disait Renaud, car il y a de grandes universités en dehors de Port-au-Prince lorsque nous regardons à ce qui se passe, par exemple, au Cap. Il y a aussi de bons hôpitaux. Cependant, la distribution médicale est très limitée. Il n'y a pas suffisamment de médecins dans les zones périphériques, contrairement à Port-au-Prince, par exemple. Je sais, il y a un grand hôpital à Jérémie, mais il manque de médecins et de médicaments. Et ceci est un peu compliqué si l'on regarde ce qui se passe à Port-au-Prince. Si nous pouvions libérer un peu de Port-au-Prince, alors le reste du pays pourrait aussi respirer un peu plus facilement. Vous évoquez certains des défis spécifiques qui existent, même très loin de la capitale, comme résultat direct de ce qui se passe à Port-au-Prince. Je me demande si chacun d'entre vous peut parler un peu de certains des autres défis, des choses que vous voyez qui sont les plus grands défis auxquels sont confrontés les Haïtiens vivant en Haïti en ce moment. Le problème principal est bien sûr l'insécurité alimentaire dans tout le pays. Pour de nombreuses raisons, depuis environ 2 mois maintenant, il n'y a plus beaucoup d'échanges entre la République dominicaine et Haïti. Je ne dis pas que c'est une bonne chose, mais du point de vue d'approvisionnement, cela crée beaucoup de problèmes pour les habitants d'Haïti. Cependant, d'après ce que j'ai pu observer au cours des derniers mois, il semble aussi y avoir une nouvelle solidarité qui découle des problèmes avec la République dominicaine. Et aussi, certains des habitants du pays qui commencent à dire « Oh, maintenant c'est le moment pour nous de prendre le contrôle de notre propre destin. Voyons tous les produits que nous produisons. Comment pouvons-nous les faire circuler un peu plus librement à travers le pays, plutôt que de compter uniquement sur les marchandises en provenance de la République dominicaine? » Et soudain, les gens réalisent « Wow, nous avons aussi beaucoup de choses à offrir. » D'accord. Et Renaud, ton équipe qui travaille en partenariat avec la Fédération des femmes rurales a rencontré d'importants défis pour trouver des équipements et des fournitures nécessaires pour faire avancer leur initiative. Peux-tu expliquer ce qui se passe pour nos auditeurs et ce qui est différent par rapport au passé pour les familles rurales en termes de sécurité et de leur capacité à mener des activités commerciales régulières sur le marché ou à voyager d'un endroit à un autre? Oui, ici, pour survivre au milieu de la crise, nous développons ce que nous appelons des stratégies communautaires ou du développement communautaire. Le développement communautaire n'est pas quelque chose de facile à expliquer, car il provient d'une réalité particulière dans laquelle nous vivons. Par exemple, comment les gens peuvent-ils survivre sans le carburant? Comment les gens peuvent-ils survivre sans l'électricité? Que font les gens lorsqu'il n'y a, lorsqu'il ne peut plus aller nulle part? Toutes ces choses nous rendent simplement plus créatifs. Nous inventons des stratégies pour survivre au milieu de tout cela en mettant l'accent sur ce qui est essentiel à avoir lorsqu'on n'a rien. Et c'est comme ça que nous réalisons qu'au milieu d'une crise comme la nôtre, les gens ont besoin de l'eau potable, de la nourriture, d'un abri pour se protéger. Et pour cette raison, les gens développent un leadership approprié. Ainsi,
Ils se rassemblent et discutent des problèmes réels, proposent et recommandent des solutions d'ensemble. C'est ainsi qu'ils disposent maintenant de moulins communautaires, de riz, de maïs. Cela aide beaucoup lorsqu'ils ne peuvent pas se rendre à Port-au-Prince ou ailleurs pour se procurer de la nourriture. Donc, les gens peuvent apporter leur maïs, leur riz et simplement s'organiser au sein de la communauté. De plus, ils s'entraident, les gens se rassemblent et se disent, d'accord, qu'est-ce qu'on peut faire ici? Et ensemble, ils décident comment utiliser les animaux de transport, les brouettes, comment apporter des choses sur leur tête. Donc, ils développent différentes techniques et stratégies. Ces stratégies et techniques ne sont pas écrites dans les livres. Personne ne peut les enseigner. C'est la complexité dans laquelle nous vivons qui nous en enseigne. Et quand nous les utilisons, nous réalisons qu'elles sont vraiment efficaces et sans arrêt, nous continuons à fonctionner au cours de la crise. Auparavant, presque tout le monde allait à Port-au-Prince pour acheter des fournitures, les revendre à Saint-Marc. Ou inversement, acheter à Saint-Marc pour revendre à Port-au-Prince. Mais maintenant, ils ne peuvent pas le faire à cause de tous les problèmes sur la route. Ce qu'ils font, c'est qu'ils disent, d'accord, nous allons changer d'activité et nous allons nous consacrer à l'élevage. Nous allons élever des poulets, des chèvres, et ils n'ont aucun problème à rembourser les prêts. Et toutes ces choses ne sont pas quelque chose que nous les enseignons. Cela vient simplement de la réalité de la communauté et ils nous enseignent et nous apprenons jour après jour. Tu parles donc de solutions vraiment localisées à une situation très complexe et difficile. À nos auditeurs, si vous n'avez pas encore lu le roman de Myriam de 2021, What Storm, What Thunder, je vous prie de le faire. C'est magnifique. C'est troublant, un roman très révélateur, mais il explore comment les conséquences du séisme de 2010 résonnent encore aujourd'hui. Donc, suite à ce que Renaud décrivait en termes de réponse des communautés à une crise comme celle-là, comme le séisme, Myriam, je me demande, est-ce que tu vois des parallèles aujourd'hui en Haïti? Oui, bon, en effet, comme Gabriel disait tout à l'heure, à propos de ce qu'il voit sur le terrain et les gens qui veulent se tourner vers leur propre production alimentaire, c'est quelque chose qui s'est produit immédiatement après le premier séisme en 2010. Pendant une période de à peu près 6 mois, les gens sur le terrain disaient « Nous pouvons nous nourrir, nous pouvons produire pour le pays. » Et en fait, ils l'ont fait. Il n'y avait pas d'autre choix, car très peu venaient d'extérieur. Mais les gens pensaient, eh bien, ce serait l'occasion pour les Haïtiens de démontrer leur capacité à nourrir le pays et créer leur propre infrastructure. Et bien sûr, cela a été détruit environ 6 mois plus tard, lorsque des denrées alimentaires ont été librement introduites dans le pays et en quelque sorte déversées sur le marché, ce qui a également fait monter les prix des produits locaux et continue à créer des difficultés pour les petits producteurs. Le désir de produire pour soi-même est également ce qui a précipité la dénationalisation des Dominicains d'origine haïtienne en 2013, lorsque le gouvernement a décidé à l'été 2013 que Haïti, par exemple, produirait ses propres œufs et cesserait d'importer des œufs de la République dominicaine. Cela semble avoir été le premier domino qui est tombé dans ce qui est devenu ensuite le processus de dénationalisation. Car la République dominicaine gagne en effet beaucoup d'argent en exportant vers Haïti, qui est son principal consommateur. Donc oui, c'est intéressant parce que en écoutant Renaud, je pense aussi au concept traditionnel d'un combit, c'est-à-dire l'idée de la communauté mettant toutes ses ressources en commun afin d'assurer que tout le monde est pris en charge. Donc, lorsque nous parlons d'un manque d'infrastructures en Haïti, nous parlons également de choses importantes comme les structures gouvernementales, les structures éducatives. Mais il existe en réalité des concepts sur la manière de s'organiser pour le bien commun. Et ces concepts, s'ils étaient réellement incorporés
dans les superstructures aboutirait à une société vraiment viable, parce que les gens savent comment agir pour eux-mêmes, mais il y a une interruption constante de ces systèmes. Une note sur le créole haïtien. Combit fait référence à un processus coopératif et collectif de rassemblement pour accomplir une tâche, rendu possible par le travail d'équipe. Ce concept de combit est très intéressant parce que nous avons deux exemples récents. Après le récent tremblement de terre dans le sud, à l'extérieur de Campérin, le barrage qui alimentait la ville, enfin, toute la communauté s'est rompue. Nous avons donc vu des gens avec leurs propres mains décider de reconstruire. Ce n'est pas tellement un canal, ils ont construit un conduit qui amène l'eau à la ville. Et ça, sans l'aide de personne, sans l'aide du gouvernement ou autre. Toutes les communautés se sont réunies et avec l'aide d'Haïti Futur dans le sud, ils ont reçu un peu d'argent pour pouvoir acheter des conduits, des choses comme ça. Mais essentiellement, c'était 10 à 20 kilomètres de canalisation pour amener l'eau. Et récemment, nous avons vu un grand élan de solidarité dans le nord, où les gens à Ouanamètre ont décidé de construire ce grand canal sur la rivière Massacre, où les gens se sont réunis et littéralement de leurs propres chefs, ingénieurs, commerçants et autres, pour aider à mettre la main à la pâte et construire ce canal. Renaud, est-ce qu'il y a des exemples similaires de ce concept de combit dans la région de Saint-Marc que tu peux nous raconter? Oui, bien sûr. Donc, l'une des choses que les gens se font pour s'encourager mutuellement lorsqu'ils travaillent sur des projets communautaires locaux, c'est qu'ils chantent. C'est une sorte d'énergie. Quand ils chantent, cela motive et encourage tout le monde à en faire plus, encore plus. Et si vous regardez simplement le projet du canal à Wanamit, certaines personnes viennent juste pour chanter. Et quand ils chantent, c'est comme un investissement qui apporte plus de force à ce qu'ils font. Vous savez, en tant qu'Haïtiens, nous le savons, mais les étrangers ne connaissent pas ces choses. J'aimerais revenir un peu à la fiction. Je sais que, personnellement, lire de la fiction sur Haïti, et en particulier lire les œuvres de Myriam et de Gabriel, m'ont aidé à comprendre Haïti et peut-être les Haïtiens avec lesquels je travaille de manière plus profonde. Myriam, lorsque What Storm, What Thunder est sorti, tu as fait une présentation du livre pour Ray John. Et dans la conversation, tu parlais de la façon dont la fiction peut permettre au lecteur d'accéder à l'empathie, qu'il ne ressentirait peut-être pas simplement en écoutant les rapports d'actualité sur le nombre de personnes touchées par telle ou telle catastrophe, par exemple. Je crois que tu as un passage que tu peux partager avec nous aujourd'hui. Oui, je vais lire juste quelques paragraphes de la section d'ouverture du roman qui est dans la voix de Malou, qui est une femme de marché. Le roman est en 10 voix de personnages de différents milieux socio-économiques, différents âges, différents genres. Et donc, j'ai choisi de juste capturer les effets du tremblement de terre à travers les strates sociales en Haïti. Mais je voulais commencer et terminer ce roman avec une femme de marché. Parce que si vous vous souvenez de la période juste après le tremblement de terre, les médias comme Time Magazine et toutes sortes de médias utilisaient l'image d'une femme de marché ou d'une femme marchant avec de l'eau chargée sur la tête à travers les débris comme un genre d'emblème de la résilience, entre guillemets, des Haïtiens. Mais je n'ai jamais entendu personne interviewer ces femmes sur ce qu'elles pensaient de la reconstruction d'une nation, ce qui viendrait ensuite. Et en effet, les femmes ont largement été exclues des conversations sur la reconstruction. Et je suis aussi l'arrière-petite-fille d'une femme de marché qui a rendu la vie de ma mère possible. Et donc, je voulais honorer les femmes de marché à travers la voix d'une femme de marché. Et je voulais aussi ajouter à la conversation précédente que j'étais contente d'entendre qu'en 2019, pour la première fois de l'histoire de la République, les femmes de marché se sont organisées. Il existe maintenant une association de femmes de marché de 48 000 femmes qui défendent leurs propres droits. Et je pense que cela pourrait aussi créer un changement dans la façon dont les choses se font dans l'avenir.
Donc, juste quelques paragraphes de Malou nous disant ce qu'elle a vu ou ce qu'elles ont fait. Et d'une certaine façon, ça parle aussi de l'idée de combit. Nous, les femmes du marché, avons fini par nous souvenir de nos lampes à huile et nous les avons allumées, une par une, celles d'entre nous qui le pouvions. Seule la partie du marché contre un mur s'était écoulée. Or, il était désormais impossible de dire à qui appartenait quoi, et à ce stade, personne ne s'en préoccupait. Nous avons travaillé à libérer ce que nous pouvions, et pour les autres, nous avons prié. À ceux que nous n'arrivions pas à atteindre, nous promettions la délivrance, un peu de réconfort et d'espoir pour leurs derniers moments, car bientôt, ils trouveraient le salut. Ensuite, nous retournons à la rue, nous affairant, utilisant les produits du marché pour nourrir les équipes de sauvetage. Nous avons fait ce que nous avons pu, comme toujours, nos larges corps se mouvant au travers des décombres comme si nous étions des baleines de terre, faites pour nager dans l'air épaisi par la poussière, faites pour fendre des vagues humaines. Nous avons traité tout le monde de la même manière. Ils étaient devenus identiques. Ils avaient toujours été identiques. Nous l'avions toujours su, observant la vie de nos perchoirs au ras de sol comme des perruches, nos têtes enroulées dans des foulards colorés pour empêcher que la chaleur du soleil ne brûle nos cerveaux. La sueur coulait le long de notre cou, recouvrait nos poitrines, nos seins exposés en demi-lune. Nous nous éventions sans succès. Chaleur! La chaleur nous connaissions. Mais rien comme ceci, non, rien comme ceci. C'était une sorte de chaleur différente. Assises sous cette chaleur à longueur de journée, nous sommes devenus trop mûrs. Les saints, les escrocs, les étrangers, les white saviors, les âmes charitables, ils ont tous besoin de nourriture. Et nous leur en donnons. Fermez les yeux, regardez ailleurs. C'est du pareil au même. Le besoin se fait sentir de tout arrêter, de ralentir sa respiration, d'accueillir ce qui se présente et de laisser aller le reste. Si seulement je pouvais me débarrasser de toutes ces images, de l'odeur qui envahit encore mes narines. Ah, on pourrait penser qu'après toutes ces années au marché, rien n'aurait pu déranger mon nez. Il n'y a qu'à voir tout ce qui nous entoure chaque jour. Les montagnes d'ordures fumantes, les fruits pourris dont la peau est tachetée de mouches, la merde de chien, les rigoles d'eau sale sillonnantes les allées, la puanteur dense et acide de l'urine. Dans un marché, les sens s'entrechoquent. Ce n'est pas toujours joli ou enrichissant. Plutôt, ça tient de la pourriture, surtout en fin de journée, quand le meilleur est parti et quand il n'y a plus ce qui a été laissé pour compte, les restants. C'est la partie de la journée où nous qui travaillons nous confondons avec la poussière et le terreau, faisons plus qu'un avec les éléments, les odeurs de transpiration et de bousin, le jus sucré de fruits charnus que l'on écrase sous nos pieds. Nous qui ne sommes rien et qui sommes tout. Nous balayons ce qu'il reste de la journée, sachant que la perfection est hors de notre portée. Wow! Merci. La chaleur, la collision des sens, c'est juste une image complètement différente. Je suis presque en train de me frotter les yeux pour enlever la poussière. Ça rend tout tellement réel. Gabrielle, qu'est-ce que tu espères que les Canadiens vont apprendre plus profondément grâce à la lecture de tes écrits et peut-être à l'écoute de cette conversation aujourd'hui? Avant d'entendre la réponse de Gabrielle à ma question, nous avons besoin d'une explication d'un mot en créole haïtien « reste avec », qui désigne un enfant haïtien qui a été engagé pour travailler comme domestique dans un ménage plus riche, car ses parents ne disposent pas des ressources nécessaires pour assurer son bien-être autrement. Le mot vient du français « rester avec ». La pratique correspond aux définitions internationales de la traite des enfants et malgré son abolition officielle en 2003, environ 300 000 enfants haïtiens sont toujours touchés. Le roman de Gabrielle de 2017, Hubert de Reste avec, raconte l'histoire déchirante d'un tel enfant.
C'est un peu comme ce que Myriam disait. Pour moi, la fiction est vérité et la vérité est fiction. Et à travers les yeux d'Hubert Le Restavec, on peut voir une analyse de toute la société haïtienne. Les pauvres, les riches, les différences entre les gens de la campagne ou leur mode de vie et les gens de la capitale. Et donc, quand les gens lisent ça, je veux qu'ils puissent comprendre la cause profonde du phénomène des Restavek en Haïti. Et c'est la pauvreté et le manque d'accès à l'éducation, le manque d'accès à l'emploi qui forcent les parents à donner leurs enfants. Et en même temps, nous pouvons comprendre que ce n'est pas tout sombre, car même lorsque Hubert traversait la pire période de sa vie, on peut voir qu'il a toujours eu de l'espoir, qu'il puisse changer les choses lui-même sans attendre que quelqu'un d'autre le fasse pour lui. Et c'est ce que je veux que les gens comprennent. Que ce mot que tout le monde utilise, la résilience, je le déteste. Je déteste quand on dit aux Haïtiens à quel point ils sont résilients. Parce que pour moi, c'est plus qu'une résilience. Il y a une force de caractère que les gens apportent avec eux. La plupart des gens de la campagne, quand nous les avons rencontrés, Renaud et moi, lors d'un atelier à l'extérieur de Jacmel, il y a de nombreuses années, là, vous pouvez voir la valeur qu'ils portent. Malheureusement, beaucoup d'entre eux ont été gâtés par des gens leur disant que tout ce qu'ils achètent des États-Unis ou même de la République dominicaine est bien meilleur que ce qu'ils peuvent cultiver eux-mêmes sur leur sol. Et un peu de lavage de cerveau disant aux gens « Ah non, c'est pas bon, le jus de mangue que vous pouvez faire à partir de vos mangues, c'est mieux si vous achetez une boisson gazeuse de la République dominicaine. » De sorte que les gens en viennent à un point où ils ne voient pas la valeur de ce qu'ils ont, pensant qu'il est toujours mieux d'acheter les spaghettis de n'importe où ou le riz américain plutôt que celui de l'Artibonite. Donc, ce que je veux que les gens comprennent quand ils lisent les livres, c'est qu'il y a des choses qu'ils doivent comprendre à propos d'Haïti. Mais aussi dans l'autre livre, pour que les gens sachent le sacrifice que certains des jeunes ont fait en 1962 quand ils ont décidé de retourner en Haïti et de renverser le régime des Duvalier. Et tous ont été tués. Et j'aimerais peut-être lire les derniers mots des deux amis avant qu'ils ne soient capturés vivants et tués, et que Duvalier a décidé de faire un exemple d'eux. Il les a fusillés sur le côté du cimetière de Port-au-Prince. On réveilla les deux prisonniers à 4 heures du matin pour les extirper de leur geôle sans ménagement. Endormis, peu de leurs co-détenus s'en rendirent compte. On les rasa, on leur recoupa les cheveux et on les traîna aux douches. Que va-t-il se passer selon toi, Jacques? Je ne suis pas sûr. Le bruit court depuis 2 jours que nous allons être fusillés. C'est peut-être aujourd'hui. Sois fort. Toi aussi. Taisez-vous, vociféra un des gardes. Qu'est-ce que vous pouvez nous faire de plus? Répliqua Jacques. Tu t'es montré très brave, Henri. J'aurais voulu une autre fin à cette aventure. Moi aussi. Imagine une entrée triomphale à Jérémie. Henri avait droit à une chemise blanche à manches courtes, un peu trop petite pour lui malgré les privations, un jean noir et des baskets. Pour Jacques, c'était une tenue militaire avec les mêmes chaussures. On les conduisit au réfectoire où un déjeuner copieux les attendait. Ni l'un ni l'autre ne toucha à son assiette. « Mangez, dit l'officier, c'est votre dernier repas. » Jacques-Henri sourirent, « Enfin. » Ils levèrent le poing et crièrent « Venceremos. Hasta la victoria siempre. » Le jour se lèvera où la révolution finira par triompher, compléta Henri. Merci de nous avoir plongé dans ce petit morceau d'histoire. C'est difficile à écouter, mais cela nous montre des choses qui sont souvent absentes dans le récit. Les écrits de Myriam et de Gabriel, chacun à sa manière, transmettent des récits de violence et de maltraitance horribles, mettant en lumière des aspects de l'histoire haïtienne largement méconnus, ou peut-être même délibérément tus dans l'Occident. Renaud, lors de son voyage au Canada, a donné plusieurs présentations sur des événements clés de l'histoire haïtienne
dont les Canadiens sont souvent peu informés. Alors, Renaud, j'aimerais te demander de partager un seul de ces moments clés de l'histoire haïtienne que tu penses que les Canadiens pourraient mal comprendre et nous expliquer son importance pour toi. Pour comprendre ce qui se passe en Haïti en ce moment, je pense qu'il est important de comprendre l'histoire d'Haïti. Par exemple, d'où viennent les Haïtiens? On sait que nous venons de l'esclavage. En fait, de 1503 à 1803, nous avons connu 3 siècles d'esclavage. Et en 1804, la nation a décidé d'organiser la révolution haïtienne en luttant pour sa liberté. Nos oppresseurs n'ont pas été d'accord avec ça. Et pendant de nombreuses années, la France n'a pas voulu reconnaître l'indépendance d'Haïti. Et c'est comme ça que les Haïtiens ont dû payer une somme colossale. C'est comme si les Haïtiens abusaient les Français, ils les ont tués, ils ont abusé leurs maîtres, donc ils devaient payer pour ça. À cette époque, Haïti n'avait pas le montant d'argent réclamé comme dette pour son indépendance, donc ils ont dû signer un accord et continuer à travailler pour rembourser à la France son indépendance. Et ça s'est passé en 1825. Un autre moment clé dans l'histoire d'Haïti est 1860, lorsque le Vatican, que nous appelons le Saint-Siège, a voulu reconnaître Haïti comme une nation libre. Les dirigeants de l'époque ont été forcés à signer un accord pour renier la culture haïtienne, qui est le vaudou. Et donc, tous les Haïtiens devaient être protestants ou catholiques. Sinon, ils n'auraient pas reconnu Haïti comme une nation libre. Et ce n'était pas un choix ou quelque chose de facultatif. Le président ayant signé cet accord, et ensuite, ils ont persécuté tous les Haïtiens qui étaient des prêtres vaudous, femmes ou hommes, et qui ont dû se réfugier dans les mornes pour survivre. Et c'est ainsi que la culture haïtienne est considérée honteuse. Et c'est gênant de pratiquer le vaudou comme culture. Et pourtant, le vaudou incarne l'âme haïtienne, mais c'est une honte si vous vous présentez comme vaudouisant. Et le troisième grand moment est l'occupation américaine qui s'étend de 1915 à 1934. Encore une fois, les États-Unis disent simplement que les Haïtiens ne sont pas capables de se diriger eux-mêmes. Ils prétendent que nous sommes une nation trop instable, pas assez forte. Et ils reviennent pour tout contrôler. Les banques, les écoles, les universités, les églises, tout revenait aux Américains encore une fois. C'est comme une suite d'abus à la nation haïtienne. Donc les Américains ont pris le contrôle de tout. Ils ont attaqué à la culture haïtienne une fois de plus. Ils ont manipulé les leaders haïtiens. Ils ont fait des Haïtiens des gens qui ne savent vraiment pas qui ils sont. Sont-ils des Américains? Sont-ils des Haïtiens? Ou sont-ils des Africains? On ne le sait pas vraiment, car être un vrai Haïtien est honteux en Haïti. Et maintenant, je pense que nous devons revenir en arrière et essayer de nous identifier en tant qu'Haïtiens et enseigner aux autres à être Haïtiens. C'est là que viendra la solution. Cette destruction de l'identité culturelle se répète dans l'histoire à travers le processus de colonisation par des colons européens nord-américains. Myriam et Gabriel, comment pensez-vous que ces événements résonnent en Haïti aujourd'hui? Bon, je pense que là où je reprendrai, c'est que je crois que tous les éléments que Renaud a énumérés sont vraiment des moments importants dans notre histoire. Et nous ne pouvons pas comprendre ce qui se passe maintenant sans avoir compris ce qui s'est passé alors et comment les acteurs de ces moments historiques, que ce soit les États-Unis, la France ou même le Canada, qui est souvent impliqué dans certaines de ces interventions, restent les principaux acteurs de la communauté internationale en Haïti aujourd'hui. Et je pense que l'une des choses que je tiens à souligner, c'est que nous n'avons pas autant parlé de genre, mais les femmes ont été des actrices clés à de nombreux moments, mais souvent privées de voix.
Par exemple, c'est sous l'occupation américaine que des romancières ont commencé à écrire en réponse à l'occupation, en réponse à la violation des femmes sous l'occupation. Et ensuite, encore plus de femmes ont commencé à produire sous le régime des Duvalier, qui est une histoire plus récente, de 1957 à 1986. Et puis, après le renversement du président librement élu au début des années 90 par un coup d'État en 91, il y a eu une intensification de la violence, une violence politiquement motivée contre les femmes. Et nous savons également que nombreuses femmes leaders ont péri dans le séisme de 2010. Et donc, il a fallu quelques années pour qu'elles puissent se reconstruire. Mais même ainsi, au début des années 2000, les femmes ont travaillé pour s'assurer que davantage de droits des femmes étaient respectés dans la Constitution. Mais ce sont des choses qui ne sont toujours pas appliquées aujourd'hui. Donc, nous n'avons pas eu d'élections libres depuis très longtemps en Haïti, et certainement pas au cours des dernières années. Il y a un amendement à la Constitution selon lequel 30% des élus en Haïti doivent être femmes. Et s'il n'y a pas d'élection, ces femmes ne peuvent pas être représentées. Je voudrais donc signaler que nous devons travailler vers une plus grande inclusivité en termes de parité hommes-femmes à l'avenir. Et pour les Canadiens, ils doivent être conscients que le Canada agit au nom, que ce soit des États-Unis ou des Nations unies, en Haïti, de manière que les Canadiens ne sont parfois pas conscients. Je suis complètement d'accord avec Myriam. Les femmes ont été privées de leur place dans l'histoire en Haïti, même les femmes qui se sont battues pour l'indépendance. Elles n'ont jamais été reconnues. Très peu d'entre elles ont signé l'acte d'indépendance, bien qu'elles aient été en première ligne des combats avec Toussaint. Et il y avait beaucoup de femmes. C'est ce que j'ai découvert en faisant des recherches sur Suzanne. Elle-même était une personne très forte. Et sans elle, Toussaint n'aurait jamais été le leader qu'il était. Parce que c'était elle qui s'occupait de la maison, qui gérait la plantation de Toussaint pendant qu'il se battait. Eh bien, elle n'avait jamais eu sa place dans l'histoire pour son rôle. Et en grandissant, j'ai vu ma mère élever 7 enfants toute seule, sans père. Et les femmes d'Haïti sont le potomitan, l'épine dorsale du pays. Ce sont elles qui sont sur les marchés tous les jours. L'économie ne serait pas ce qu'elle est sans la contribution de toutes les femmes du pays. Je suis contente que vous ayez tous les deux parlé du rôle des femmes en Haïti dans la formation de l'histoire, du présent, du futur et plus précisément pour parler de ce qui doit changer pour garantir que leur voix soit entendue. Renaud, je me demande si tu peux nous amener directement dans le présent pour quelque chose qui se passe avec le groupe incroyable de plus de 350 femmes avec lesquelles vous travaillez dans la Fédération des femmes haïtiennes dans la région rurale de Saint-Marc? La façon dont nous travaillons avec les femmes à Saint-Marc, c'est tout d'abord en reconnaissant l'importance des femmes et aussi les femmes elles-mêmes prennent conscience de leur importance. Nous nous essayons ensemble, nous commençons par discuter. Et elles nous parlent de leur situation dans la famille, que ce soit les problèmes de violence conjugale, des problèmes économiques, nous apprenons d'elles et après ça, nous faisons tous ensemble des recommandations. Et maintenant, il y a beaucoup de formations sur le leadership des femmes, sur l'équité de genre et sur l'entrepreneuriat et sur tout ce qu'elles jugent important pour elles. Nous travaillons ensemble et nous nous concentrons sur leurs priorités. Et l'une des priorités a été la situation économique. C'est pourquoi nous avons créé ensemble un programme de microcrédit et elles le gèrent. Nous les assistons simplement au niveau administratif et maintenant, elles sont devenues comme une sorte de coopérative qui regroupe de nombreux villages et le nombre augmente chaque jour. Ce qu'elles apprennent, elles le transmettent à d'autres communautés, c'est-à-dire euh, qu'elles le transmettent à d'autres femmes et continuent de grandir de jour en jour. Je voudrais rendre hommage à des partenaires comme le PWRDF et la Trees That Feed Foundation qui soutiennent la Fédération des femmes haïtiennes en solidarité grâce à leur soutien financier.
Le partenariat compte, mais il est également important qu'il ne soit pas réalisé de manière descendante, mais qu'il soit véritablement dirigé par les voix et la direction des leaders haïtiens, avec le soutien de partenaires internationaux qui se joignent à eux pour un certain temps. Et vous, toi, qu'est-ce que vous pensez que les Canadiens peuvent faire, à partir des individus aux organisations à notre gouvernement, pour s'assurer que le changement est piloté par les Haïtiens? Une des choses que nous avons remarquées au cours des dernières années, je travaille également avec un groupe dans le Nord à travers une organisation à but non lucratif appelée Noula, qui travaille avec un groupe de caféiculteurs dans le Nord près de la frontière avec la République dominicaine. Et je dirais que peut-être 75%, voire plus des caféiculteurs sont des femmes. Mais ce que nous avons remarqué et dont nous avons besoin, c'est que les voix des femmes soient reconnues, non seulement en Haïti, mais aussi à l'extérieur du pays. Ce dont nous avons besoin, c'est que des groupes dirigés par les Haïtiens émergent plutôt que de chercher des solutions à l'extérieur. Ce n'est pas que les étrangers ne soient pas nécessaires. Région est nécessaire. Trees That Feed est nécessaire. Mais ils doivent donner le leadership aux personnes sur le terrain. Oui, bon, je voudrais ajouter aussi que, bien sûr, les Canadiens devraient soutenir des organisations comme Région et il y a aussi d'autres organisations basées au Canada comme Campé, qui a été formée jusqu'après le tremblement de terre par Régine Chassagne et Dominique Anglade. J'aime aussi soutenir un groupe artistique, c'est un groupe d'art féminin de la Gonave, la petite île au large de la côte d'Haïti, qui s'appelle Art Maténois. Et donc, je pense que la première chose à faire lorsque les gens veulent soutenir ce qui se passe en Haïti est de se tourner vers des organisations qui sont dignes de confiance pour les Haïtiens, mais aussi qui ont mené un travail de longue durée sur le terrain, d'une manière qui respecte les valeurs et les traditions haïtiennes, que ce soit le concept de collectivité du combit ou le soutien aux personnes qui travaillent à la base, qui sont vaudouisantes, mais qui respectent vraiment le peuple haïtien. Et beaucoup de ces organisations existent. Il suffit juste de faire un peu de recherche pour connaître leur mission. Donc, de mon côté, je dirais que nous voyons beaucoup d'investissements ou de fonds dépensés en Haïti, mais que cela ne résout pas les problèmes haïtiens. Donc, pour changer des choses en Haïti, on doit travailler avec les Haïtiens pour mieux comprendre la réalité haïtienne. En ce sens, je suggérais qu'ils écoutent les communautés où ils travaillent. C'est important de comprendre que ce n'est pas seulement l'argent qui compte, mais la contribution des villageois sont vraiment importants. Ça compte beaucoup si l'on veut vraiment apporter un changement réel. Alors que nous approchons à la fin de notre conversation, je voudrais demander à chacun d'entre vous, qu'est-ce qui vous donne de l'espoir pour l'avenir d'Haïti? Où trouvez-vous cet espoir? Eh bien, j'aimerais dire que lorsque je vois tant d'artistes, d'écrivains, de peintres qui continuent de produire en Haïti et dans la diaspora, comme moi-même et Gabriel, cela me donne de l'espoir. Mais la production est assez importante même en Haïti. Je sais qu'il existe également des organisations théâtrales et artistiques à la fois à Port-au-Prince et au Cap-Haïtien qui forment les jeunes qui souhaitent s'exprimer dans l'art. Et j'ai récemment entendu des gens comme Yannick Lenz, qui est toujours à Port-au-Prince, dire que lorsqu'il organise ces ateliers pour les jeunes, ils sont dominés par les jeunes filles et femmes qui ont beaucoup d'espoir et une grande vision pour l'avenir du pays. Voir les femmes de marché s'organiser en si grand nombre ces dernières années, cela aussi me donne de l'espoir. Il n'y a pas de moyen, quand vous voyez toute cette production, les mouvements de base, les femmes qui s'impliquent, les jeunes, les gens qui luttent contre les gangs armés et ainsi de suite dans les rues, que vous ne puissiez pas avoir d'espoir. Je veux dire, en tant que quelqu'un qui vit en dehors d'Haïti en ce moment, c'est ce qui me fait avancer et me pousse à parler d'Haïti et à avoir espoir pour l'avenir, même lorsque la situation semble désespérée. Ce que je vois de positif, c'est le nombre de jeunes en Haïti.
plus de la moitié de la population a moins de 30 ans. Je crois donc qu'il y a beaucoup de bonnes choses qui peuvent en découler, à condition qu'on leur donne la possibilité de s'exprimer. Je suis d'accord avec Myriam en ce qui concerne ce qui se passe dans les arts. Et c'est merveilleux de voir que malgré toutes les turbulences, malgré toutes les difficultés, de jeunes étudiants universitaires se rassemblent pour enseigner à d'autres étudiants, car il n'y a pas eu d'école depuis je ne sais pas combien de mois maintenant. Ce sont des choses de ce genre que les enfants, encore une fois, nous parlions de Combit plus tôt. Nous parlions du concept de l'ACU, où les gens se réunissent et prennent en charge leur propre destin. La première chose est la solidarité au sein des communautés elles-mêmes. Comment les Haïtiens se soutiennent mutuellement pour fournir des soins au sein des communautés. Ils savent comment survivre au milieu des difficultés. C'est une manière de dire que si nous essayons simplement de résoudre la situation avec les bonnes techniques, elles peuvent rapidement inverser. Il y a tellement de bonnes choses à propos d'Haïti, mais malheureusement, nous avons seulement besoin de leadership et de compréhension sur la réalité du pays. Gabriel, tu as mentionné le concept de l'ACU. Le concept de l'ACU est également un élément important du roman de Myriam, Spirit of Haiti. J'aimerais peut-être entendre Myriam. Qu'est-ce que le l'ACU signifie pour toi? Peux-tu expliquer ce terme pour ceux qui ne sont pas familiers avec? Et comment pourrait-il s'appliquer aux relations entre le Canada et Haïti en ce moment? Oui, donc pour les anglophones, le mot la cour se traduit par yard, une cour. Et donc, dans les Caraïbes anglophones, la cour est souvent l'endroit où les gens font de la musique. Par exemple, à Trinité, les Tin Pan Yard, où les gens font de la musique. Donc, le concept vient de l'idée d'une cour dans un contexte africain, en Afrique de l'Ouest notamment, mais dans tout le continent africain, où les groupes familiaux seraient organisés autour d'un espace circulaire où se dérouleraient différents événements communautaires. Et en Haïti, la cour devient souvent non seulement un espace de cours, mais aussi un espace de rassemblement vaudou. Ainsi, il y a toutes des connotations d'ancêtres, de parenté, de communauté, de liens les uns avec les autres. Et dans mon travail académique, j'ai étendu cette notion à celle du LACU en ce qui concerne les diasporas africaines, donc pas seulement les Haïtiens, mais les personnes qui sont connectées à travers la diaspora africaine dans différentes parties du monde, dans différentes géographies, mais qui retournent tous à une source des traditions spirituelles, culturelles qui les connectent les unes aux autres. Et donc, vous pouvez penser au LACU comme étant également lié à l'idée du combit ou du collectif, vous savez, travaillant pour le bien commun, car vous avez foi et croyance en cette connexion les uns avec les autres à travers le LACU. Donc, pour moi, en tant que quelqu'un qui est dans la diaspora haïtienne en ce moment, je pense au LACU comme quelque chose qui me relie à Haïti, à toutes les parties d'Haïti, pas seulement Port-au-Prince où je suis née, mais à différentes parties des communautés et à vouloir travailler pour ce bien commun parce que je comprends comme faisant partie de cette ascendance, de cette communauté et d'autres qui ne sont pas d'origine haïtienne peuvent toujours participer tant qu'ils comprennent et honorent cette histoire, sa richesse et comme nous pourrions tous en apprendre et en tirer pour plus d'équité mondiale et pour que les gens en Haïti sur le terrain puissent participer à leur avenir de manière pleine et entière. Je pense que c'est l'endroit parfait ici pour terminer avec le concept de l'ACU, alors que nous réfléchissons à la meilleure manière de solidariser avec Haïti en ce moment. Je tiens à vous remercier tout sincèrement d'avoir partagé vos perspectives sur Haïti, une nation et un peuple qui ont tant à enseigner au monde si nous prenons la peine d'écouter. Si vous souhaitez soutenir le travail de Réjean, celui de Renaud et de la Fédération des femmes haïtiennes dans la région rurale de Saint-Marc, vous pouvez visiter notre site web à l'adresse rayjon.org. C'est rayjon.org.
où vous pourrez en apprendre davantage sur leur travail incroyable. Sur rayjohn.org/podcast, vous trouverez également des liens vers les sites web de Gabriel et de Myriam, ainsi que vers les organisations qu'ils ont mentionnées dans cette conversation. Et n'oubliez pas de visiter votre librairie indépendante locale pour acheter des exemplaires de leurs livres. Une note finale sur la musique que vous entendez maintenant, chantée par les fiers membres de la Fédération des femmes haïtiennes à Saint-Marc, Haïti, en l'honneur de Kamita Estevan Estimé, l'une des leaders originaires de la Fédération, décédée en janvier 2024. La chanson témoigne de la force des femmes haïtiennes à se relever et à se battre pour leurs droits. Vous trouverez les paroles complètes en anglais et en créole haïtien sur notre site web. Nous dédions cet épisode à sa mémoire et au leader de la Fédération des femmes haïtiennes qui continue son héritage aujourd'hui. Et s'il vous plaît, continuez à explorer, continuez à apprendre sur Haïti. Merci beaucoup, Messieurs.